Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Vous êtes avec moi ce soir sur D8 pour quelques heures de lecture. Je vous propose ce soir que nous nous replongions dans les mémoires de l'écrivain François René de Chateaubriand avec son œuvre Mémoires d'outre-tombe où il va en fait retracer les différentes étapes de sa vie, notamment son enfance en Bretagne, entre Saint-Malo et le château de Combourg. Le château de Combourg qui est en fait une forteresse médiévale qui appartenait à sa famille et qui se trouve en fait donc à 30 km de Saint-Malo, plus précisément en Ille-et-Vilaine, peut-être pour ceux parmi vous qui connaissent, pour les nombreux Bretons qui nous regardent. Et ce fameux château en fait qui décrit comme un lieu assez inquiétant, de style gothique et qui serait en fait apparemment hanté, puisque tout au long de l'œuvre, surtout au début de l'œuvre, il nous parle de ses souvenirs d'enfance et il décrit en fait dans ce château, qu'il décrit comme un lieu inquiétant, une présence fantomatique qui en fait errait la nuit dans les couloirs du château, mais qui est en fait un lieu splendide et majestueux le jour, comme il le précise au début de l'œuvre. Il va aussi, vous verrez, nous raconter différentes anecdotes de son enfance, notamment sa complicité avec ses sœurs, les déboires de son père et ses fameuses longues promenades en solitaire dans les forêts avoisinantes et dans le parc de ce fameux château de Combourg, qui apparemment lui aurait donné le goût de l'écriture, enfin en tout cas lorsqu'il était enfant, lui a donné envie d'écrire. Il abordera aussi, vous verrez, ses questionnements et ses doutes par rapport à la religion et à l'existence de Dieu, qu'il va en fait largement remettre en question, jusqu'à une anecdote assez précise dont il se souvient, où il va jusqu'à en fait commettre une tentative de suicide en essayant de se tirer une balle dans la tête, mais miraculeusement la balle ne part pas et il y voit en fait un message de Dieu. Et à partir de cette anecdote, il va se tourner avec ferveur vers le christianisme, plus précisément le catholicisme, qui sera un élément très important de sa vie. Il va ensuite, vous verrez, nous parler de son séjour à Paris post-révolution, donc après 1789, où il va décrire un Paris très tendu, avec beaucoup de tensions, beaucoup de violence. Et c'est ce qui lui donnera envie de partir en Amérique en bateau. Une autre étape qu'il nous racontera dans le livre, et sa fameuse rencontre justement avec Napoléon, qui a été un élément important apparemment pour beaucoup d'historiens, où il a à son égard en fait un sentiment assez mitigé, puisqu'il ressent à la fois de la fascination pour l'homme, pour l'empereur, mais aussi également une certaine crainte et de l'inquiétude vis-à-vis du personnage en fait qu'il décrit comme atteint de mégalomanie. Et en fait il va donc finir cette œuvre en nous parlant des derniers instants de sa vie et en nous confiant ses considérations, ses doutes, ses questionnements, ses opinions par rapport à l'avenir potentiel de la France, donc à l'aube du 19e siècle, puisqu'on sait qu'il nous quitte en 1848 à l'âge de 80 ans, donc ce qui était assez âgé pour l'époque. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite la lecture. Et avant cela, vous connaissez le principe. C'est simple, c'est pratique. Ça s'affiche normalement juste là, en bas de votre écran. Vous nous rejoignez directement pour vos commentaires sur l'émission. Vous tapez #VBN pour vos impressions, vos idées, vos questions peut-être par rapport à l'organisation de l'émission. Mais pour l'heure, je pense que j'ai assez parlé et je vous propose donc de nous replonger dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Très très belle nuit sur D8. Livre 1. Je me suis souvent dit, je n'écrirai point les mémoires de ma vie. Je ne veux point imiter ces hommes qui, conduits par la vanité et le plaisir qu'on trouve naturellement à parler de soi, révèlent au monde des secrets inutiles.
des faiblesses qui ne sont pas les leurs et compromettent la paix des familles. Après ces belles réflexions, me voilà écrivant les premières lignes de mes mémoires. Pour ne pas rougir à mes propres yeux et pour me faire illusion, voici comment je pallie mon incompétence. D'abord, je n'entreprends ces mémoires qu'avec le dessein formel de ne disposer d'aucun nom que du mien propre, dans tout ce qui concernera ma vie privée. J'écris principalement pour rendre compte de moi-même, pour rendre compte de moi à moi-même. Je n'étais pas très heureux. Je n'ai jamais atteint le bonheur que j'ai poursuivi avec la persévérance qui tient à l'ardeur naturelle de mon âme. Personne ne sait quel était le bonheur que je cherchais, et personne n'a connu entièrement le fond de mon cœur. La plupart des sentiments y sont restés ensevelis, ou ne se sont montrés dans mes ouvrages que comme appliqués à des êtres imaginaires. Aujourd'hui, que je regrette encore mes chimères sans les poursuivre, que parvenu au sommet de la vie, je descends vers la tombe, je veux, avant de mourir, remonter vers mes belles années, expliquer mon inexplicable cœur, voir enfin ce que je pourrais dire lorsque ma plume, sans contrainte, s'abandonnera à tous mes souvenirs. En rentrant au sein de ma famille qui n'est plus, en rappelant des illusions passées, des amitiés évanouies, j'oublierai le monde au milieu duquel je vis et je suis si parfaitement étranger que cela sera plus un moyen agréable pour moi d'interrompre des études pénibles. Quand je me sentirai lasse de tracer les tristes vérités de l'histoire des hommes, je me reposerai en écrivant l'histoire de mes songes. Je considère ensuite que, ma vie appartenant au public par un côté, je n'aurais pas échappé à tous ces faiseurs de mémoire et à tous ces biographes marchands qui couchent le soir sur le papier ce qu'ils ont entendu dire le matin dans les antichambres. J'ai eu des succès littéraires, j'ai attaqué toutes les erreurs de mon temps, j'ai démasqué les hommes, j'ai blessé une multitude d'intérêts. Je dois donc avoir réuni contre moi la double phalange des ennemis littéraires et politiques. Ils ne manqueront pas de me peindre à leur manière et ne l'ont-ils pas déjà fait peut-être. Dans un siècle où les plus grands crimes commis ont dû faire naître les haines les plus violentes, dans un siècle corrompu où les bourreaux ont un intérêt à noircir les victimes, où les plus grossières calomnies sont celles que l'on répond avec le plus de légèreté, tout homme qui a joué un rôle dans la société doit, pour la défense de sa mémoire, laisser un monument par lequel on puisse le juger. Mais avec cette idée, je vais me montrer meilleure que je ne suis. J'en serais peut-être tentée. À présent, je ne le crois pas. Mais je suis résolue à dire toute la vérité, rien que la vérité. Comme j'entreprends d'ailleurs l'histoire de mes idées et de mes sentiments plutôt que l'histoire de ma vie, je n'aurai pas autant de raisons de mentir. Au reste, si je me fais illusion sur moi, ce sera de bonne foi, et par cela même, on verra encore la vérité au fond de mes préventions personnelles. Commençons donc. Parlons d'abord de ma famille. Cela est essentiel parce que le caractère de mon père a tenu en grande partie à sa position et que ce caractère a beaucoup influé sur la nature de mes idées en décidant du genre de mon éducation. Cependant, si j'avais écrit ces mémoires avant la Révolution, j'aurais peut-être évité de parler longtemps de mon origine. Né avec un sentiment absolu d'indépendance, je n'estimais peut-être pas assez autrefois l'avantage d'être sorti d'une ancienne maison. Mais depuis qu'on a voulu prouver que la noblesse n'était rien, j'ai senti qu'elle valait quelque chose. Et j'aime à présent à retrouver le gentilhomme sous la plume de Montesquieu, comme à sentir la chevalerie dans la lance de Bayard. Je descends d'une des plus anciennes familles bretonnes, de la monarchie française. Si elle n'a pas eu l'éclat de celle des Rohan et des Montmorency-Laval avec lesquels elle rivalise de grandeur et d'ancienneté, c'est que renfermée dans sa province, elle a rarement été revêtue des grands charges de la couronne. Les châteaux brillants se montrent dans notre histoire comme de très vaillants chevaliers. Des barons puissants et généreux dont la devise était « Je sème l'or », comme des seigneurs d'un rang si illustre qu'ils signaient dans les actes des ducs de Bretagne et se faisaient quelquefois garants de leurs traités, ainsi qu'il arriva dans le fameux démêlé de Jean II et du connétable de Clisson. Mais ils paraissent avoir eu peu d'ambition
et s'être bornés à vivre dans leur château en réputation d'honneur, d'hospitalité et de piété. Les historiens et les généalogistes varient sur leurs origines. Les 2 branches aînées de Chateaubriand étant éteintes, la 3e continua le nom en Bretagne. Elle descendait de ce Pierre de Chateaubriand, fils de Geoffroy IV, de la Roche-Bariteau dont le père Anselme fait mention et dont il ignorait la descendance. Cette branche fut d'abord très riche et très puissante. Et comme on la retrouve pendant plusieurs siècles possédant sans altération les quatre terres de Beaufort et de Guérande en Bretagne, sa ligne se trouva marquée par une possession irrécusable. Lorsque Chérin vit nos titres pour ma présentation à Louis XVI et pour faire l'épreuve de ma sœur Lucile au chapitre de l'Argentière, ensuite à celui de Rémy Remond, il déclara qu'il n'avait jamais eu entre les mains une plus belle et une plus complète généalogie. Cette branche fournit un illustre compagnon à du Guesclin. Elle prit les fleurs de lys, sans nombre, au lieu des croissants et passa à la réformation des États de Bretagne en 1666. Nos titres ont échappé au vandalisme révolutionnaire et appartiennent aujourd'hui à mon neveu Louis comme à l'aîné de ma fille. Cependant, les terres immenses des 2 branches aînées des Chateaubriand étant passées par des femmes dans des maisons étrangères, la 3e branche tomba peu à peu dans la pauvreté par des subdivisions de partage, et les aînés emportant toujours les 2 tiers des biens, ne laissant pour recueillir leur succession que des filles. Il arriva que les cadets se trouvèrent bientôt sans fortune. Il ne leur resta que leur parchemin, leur entrée aux États de Bretagne, qui attestait leur noble origine, leur épée de fer et l'orgueil d'un nom oublié. Le chef de nom et d'armes de la famille des Chateaubriand était en 17. Un chevalier de Chateaubriand de la Guérande, ivrogne décidé, veuve d'une femme noble dont il n'avait eu qu'une fille, ce chevalier passait ses jours à boire dans sa gentilhommière, jurant quand il était ivre-foi de Chateaubriand. Vivant dans le désordre avec ses servantes et mettant les plus beaux titres de sa maison à couvrir des pots de beurre. En même temps que ce chevalier de Chateaubriand de Guérande vivait un arrière-cadet cousin de ce chevalier, et plus pauvre que lui car il possédait en tout 500 livres de rente. C'était le père de mon père. Il avait épousé Pétronie Lamour de Langégu, d'une ancienne famille bretonne. Il mourut assez jeune. Ma grand-mère, que j'ai connue dans mon enfance et qui, à 80 ans, était encore belle, se trouva au décès de mon grand-père chargé de 4 fils, dont mon père, René, de Chateaubriand, qui était le 3e. Elle habitait dans la plus grande détresse, un tout petit manoir aux environs de Dinan. Pour comble de malheur, elle fut contrariée dans ses desseins par le caractère de ses fils aînés. Celui à qui le magnifique héritage était dévolu comme au chef de la famille se trouva avoir le goût des lettres. À l'âge de 20 ans, il partit à pied pour Paris et s'envelit dans une bibliothèque. Sa mère lui envoyait tous les ans, Elle lui envoyait tous les ans 250 francs, la moitié juste du revenu paternel. Il mourut inconnu au milieu des livres. Il s'occupait des recherches historiques. Pendant sa vie qui fut courte, il écrivait chaque 1er de janvier une lettre à sa mère, et c'est le seul signe d'existence qu'il donna jamais à ses parents. L'autre fils, qui suivait immédiatement ce fils aîné, avait été envoyé au collège de Dinan. Ma grand-mère voulait le faire entrer dans l'église et comptait sur lui pour le soutien de ses frères. Il se fit prêtre en effet, mais au lieu de chercher des bénéfices que son nom lui aurait facilement procurés, il ne voulut jamais rien demander par fierté, par insouciance. Il se fit curé de campagne. Il avait la passion de la poésie. Ses vers, dont j'ai vu un grand nombre, avaient la mollesse de ceux de Chaulieu avec un léger tour épigrammatique. Ce singulier curé fut adoré de ses paroissiens. Son nom, illustre en Bretagne, excitait d'abord l'étonnement. Ensuite, son caractère joyeux, le culte que cette autre espèce de Rabelais avait voué aux muses dans un presbytère attirait à lui.
On venait le voir de toutes parts. Il donnait tout ce qu'il avait et n'était pas à la lettre maître chez lui. Il mourut insolvable et ma grand-mère n'osa prendre sa chétive succession que sous bénéfice d'inventaire. Les paysans s'assemblèrent, déclarèrent qu'on faisait injure à la mémoire de leur curé et se chargèrent d'acquitter ses dettes. En conséquence, ils l'enterrèrent à leurs frais, liquidèrent sa succession, envoyèrent à sa famille le peu qu'il avait laissé. Quelle singulière destinée avait donné aux descendants des barons de Chateaubriand le goût des lettres à la fois pour les perdre et les consoler. Voilà mes deux oncles, l'un érudit et l'autre poète. Et mon frère aîné faisait agréablement les vers. Un de mes sœurs, Madame de Farcy, avait un véritable talent pour la poésie. Une autre de mes sœurs, la chanoinesse, sera connue par quelques écrits admirables. Et moi, j'ai barbouillé du papier. Mon frère a péri sur l'échafaud. Mes deux sœurs ont quitté une vie de douleur, après avoir langui dans les prisons. Mes deux oncles ne laissèrent pas de quoi payer les 4 planches de leur cercueil. Les lettres ont causé mes joies et mes peines, et je ne désespère pas de mourir à l'hôpital. Ma grand-mère, s'étant inutilement épuisée pour faire quelque chose de ses 2 fils aînés, ne pouvait plus rien faire pour leur cadet. À l'époque de ma naissance, mon père, presque aucun breton ne... Mon père n'était presque aucun breton qu'il ne servait. Madame de Sévigné remarque que son fils était pour ainsi dire le seul gentilhomme breton qui se trouvait dans l'armée. Il faut exceptionnellement de cette remarque que les autres grands barons qui, n'ayant pas comme ceux de mon nom perdu leur fortune, étaient devenus français, pour parler comme on parle en Bretagne, et ne vivaient plus en province. Cette antipathie des Bretons pour le service de terre subsistait encore en partie au commencement de la Révolution. Et nous nous regardions toujours un peu comme des étrangers dans les années du roi de France. Ma grand-mère ne pouvait donc pas avoir l'idée, contre les mœurs et l'esprit de sa province, de placer ses fils cadets dans les régiments. Comme d'ailleurs les eût-elle envoyés au service. Elle n'avait pas même la petite somme nécessaire pour les vêtir. Cette famille qui avait semé l'or voyait de son toit de chaume les grands châteaux qui jadis appartenaient à ses pères. Elle avait présidé les États de Bretagne comme possédant une des 4 grandes baronnies. Elle avait signé au traité des souverains et elle n'aurait pas eu le crédit d'obtenir une sous-lieutenance pour l'héritier de son nom. Ensuite, à cette époque, les armes de France avaient perdu leur gloire. Nul espoir de réussir par ses talents militaires auprès d'une cour qui regardait la guerre comme un fléau et la noblesse comme un préjugé. Il restait à la pauvre noblesse bretonne une ressource, la marine royale. Ma grand-mère essaya d'en profiter pour son fils René. Il avait alors 12 ans, mais il fallait d'abord se rendre à Brest, y vivre, s'y équiper, acheter l'uniforme, les armes, les livres nécessaires à un officier de marine. Et ma grand-mère fit de vains efforts. Elle ne put parvenir à équiper son fils, quoiqu'elle vendît pour cela son linge, quelques dentelles et jusqu'à son anneau de mariage. Le brevet demandé au ministre de la Marine n'arriva point, faute de protecteur, pour en solliciter l'expédition. Enfin, tout manqua. Et ma malheureuse grand-mère tomba malade de chagrin. Ce fut alors que mon père donna la première marque de ce caractère ferme et pour ainsi dire terrible que je lui ai connu. Il avait environ 13 ans. S'étant aperçu du chagrin de sa mère, il approcha du lit où il était couché et lui dit « Ma mère, ayez bon courage. Je ne veux plus vous affliger, être un fardeau pour vous. Laissez-moi aller faire fortune. » Sur cela, ma grand-mère se prit à pleurer. C'est à mon père lui-même que j'ai 20 fois entendu raconter cette scène. « René, répondit ma grand-mère, que veux-tu faire ? Laboure ton champ avec moi. Il ne peut pas nous nourrir, dit mon père. Laisse-moi partir, je m'embarquerai, je ferai fortune et je reviendrai vous secourir. Eh bien, dit la mère, pleurant toujours, va donc où Dieu veut que tu ailles. Elle embrassa l'enfant avec des sanglots. Le soir même, mon père fit un petit paquet de ses hardes,
le mit sur son dos, quitta la ferme maternelle, arriva à Dinan, où une parente de sa mère lui donna une lettre pour un armateur de Saint-Malo. L'armateur l'accueillit avec bonté et le fit embarquer comme volontaire sur une goélette armée qui mit à la voile quelques jours après. La petite République, Malouine, soutenait seule alors sur la mer l'honneur du pavillon français et se montrait la digne partie de Jacques Cartier et de Duguay-Trouin. Dès la première course, mon père fut blessé 2 fois, dans un de ces combats dont l'obscurité laisse au péril toute sa grandeur et à la valeur tout son mérite. La goélette fut prise et mon père amené prisonnier, en Angleterre. De là, il revint en France, moins riche, moins heureux que jamais, se rembarqua, fit naufrage sur la côte d'Espagne, traversa à pied ce noble pays que son fils devait parcourir, un jour, poussé par d'autres passions et d'autres malheurs, fut attaqué par des voleurs dans les Galices, prit passage à Bayonne sur un vaisseau et surgit encore au toit paternel. Son courage, son esprit d'ordre l'avaient fait connaître. De riches colons s'intéressèrent à son sort. Il fut envoyé aux îles et commença à jeter les fondements de la nouvelle fortune de sa famille. Ma grand-mère fut dans la joie. Elle confia à son fils René, son dernier fils Pierre, surnommé Monsieur de Chateaubriand, du Plessis, et dont nous avons vu le fils, Armand de Chateaubriand, fusillé par Bonaparte le vendredi saint de l'année 1708. Mon infortuné cousin est, pour ainsi dire, le dernier gentilhomme français mort pour la cause de la monarchie. Mon père se chargea volontiers du sort de mon frère, quoiqu'il eût contracté par l'habitude de souffrir, une rigueur de caractère qu'il conserva toute sa vie. Le non ignara mali miseris succurrere disco n'est pas toujours vrai. Le malheur a ses duretés comme ses tendresses. Mon père était grand, il était sec. Il avait le nez aquilin, les lèvres pâles, les yeux bleus, petits. Je n'ai jamais vu un pareil regard dans la colère de ses yeux lancer véritablement des flammes. Une seule passion le dominait, celle de son nom. Il ne vivait que pour rendre à sa famille l'éclat qu'elle avait perdu. Son orgueil blessé par sa première position, par le sentiment de l'injustice humaine, dégénéra dans une tristesse profonde que l'âge ne fit augmenter. Dans un silence dont il ne sortait que par des explosions de colère, du reste les qualités du gentilhomme, le courage, la probité, l'honneur brillaient chez lui au suprême degré. Avare dans l'espoir de rétablir son nom et de laisser à sa famille une vaste fortune, il avait dans l'occasion et tout naturellement les plus grandes manières. Il était presque toujours magnifiquement vêtu. Hautain aux États de Bretagne avec les gentilshommes, despotique avec ses vaisseaux, taciturne et menaçant dans son intérieur, ce qu'on sentait en le voyant était de la crainte. S'il eût vécu jusqu'à la Révolution, et s'il eût été plus jeune, il aurait joué un grand rôle ou se serait fait massacrer dans son château. Il avait certainement du génie et je ne doute pas qu'à la tête de l'administration des armées, c'eût été un homme extraordinaire. Ce fut au retour d'une de ses courses, lorsqu'il commençait à être moins malheureux, qu'il songea à se marier. Apolline de Bédé. Ma mère était la 4e fille d'un ancien gentilhomme qui vivait à la campagne, dans une terre auprès de Plancoët, le village charmant situé entre Dinan, Saint-Malo et Lamballe. La grand-mère de ma mère avait été élevée à Saint-Cyr, dans les dernières années de Madame de Maintenon. Elle avait soigné l'éducation de ses filles et petites filles. Ma mère, douée de beaucoup d'esprit et d'une imagination prodigieuse, avait été nourrie dans son enfance de la lecture de Fénelon, de Racine, de Madame de Sévigné, instruite par son aïeul de toutes les anecdotes de la cour de Louis XIV. Elle savait tout Cyrus par cœur. Apolline de Bédé n'était pas très jolie,
Elle était au contraire petite, assez laide, mais elle avait les plus beaux yeux du monde. Rien ne contrastait davantage que l'élégance de ses manières et l'allure vive de son humeur avec la rudesse et le calme menaçant de mon père. Aimant la société autant qu'il aimait la solitude, aussi pétulante qu'il était froid, elle n'avait pas un goût qui ne fût opposé à ceux de son mari. La contrariété qu'elle éprouva dans ses penchants la rendit peu à peu rêveuse et mélancolique. De légère et gaie qu'elle était par caractère, obligée de se taire quand elle aurait voulu. Quand elle aurait voulu parler, elle s'en dédommageait par une espèce de tristesse bruyante entrecoupée de soupirs qui interrompaient seule la tristesse muette de son père. Pour la pitié, ma mère était un ange. Mon père était alors âgé de... lorsqu'il épousa Apolline de Bédé. Comme elle n'avait presque rien, que lui-même ne possédait rien encore, il s'établit avec elle à Saint-Malo, d'où il était parti pour lutter contre la fortune. Ma mère mit au monde un premier fils, qui mourut au berceau, et qui fut nommé Geoffroy ou Geffroy, comme tous les aînés de ma famille. Ce fils puis fut suivi d'un autre fils. Et ces 2 filles qui ne vécurent que quelques mois, ces 4 enfants périrent par la même cause, d'un épanchement de sang au cerveau. Enfin, ma mère accoucha d'un 3e garçon qu'on appela Jean-Baptiste. C'est lui qui devint dans la suite le petit gendre de Monsieur de Malherbe, qui a eu l'honneur de monter sur l'échafaud avec cet homme illustre. Après Jean-Baptiste naquirent 4 filles, Marianne, Bénigne, Julie et Lucille. Toutes 4 d'une rare beauté, et dont les 2 aînées ont seules survécu avec moi aux orages de la Révolution. Je fus dans l'ordre de naissance le dernier de ces 10 infortunés. Je vins au monde le 4 octobre de l'année. La maison dans laquelle je suis née appartenait alors à Monsieur de Boisgarin, père de la princesse de Carignan. Cette maison est située dans une petite rue de Saint-Malo, appelée la rue des Juifs. La chambre où ma mère accoucha domine les murs déserts de la ville et donne sur une mer qui s'étend à perte de vue en se brisant parmi des écueils. J'eus pour parrain mon malheureux frère, et pour marraine Madame la comtesse de Plouer, fille du maréchal de Comtadès, et je fus nommé François du jour où j'étais né et René à cause de mon père. J'étais presque mort quand je sortis du sein maternel, et le mugissement des vagues battues par une tempête de l'équinoxe empêchait d'entendre mes cris. Mes sœurs, en me tenant encore enfant dans leurs bras, à la fenêtre de la chambre de ma mère, m'ont souvent raconté ces circonstances de ma naissance. La tristesse de ces premières impressions ne s'est jamais effacée de ma mémoire et il n'y a pas de jour encore où, en rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis née. La chambre où ma mère me fit le funeste présent de la vie. La tempête et les flots dont le bruit berça mon premier sommeil et le frère infortuné qui me donna un nom que j'ai presque toujours traîné dans le malheur. C'est à moi que s'appliquent trop bien les vers de Lucrèce. Tum poro puer ut saveis projectus abenis navita. Il semble que le ciel ait voulu rassembler toutes ces circonstances pour placer dans mon berceau une image de mes destinées et me faire pressentir que je ne serais qu'un voyageur livré aux caprices des vents et du sort. Je fus mis en nourrice à ce joli village de Pancouette dont j'ai parlé, et l'unique frère de ma mère, le comte de Bédé, avait près de ce village un château fort agréable qu'il avait nommé mon choix. Ce sera tout pour cet épisode, mais je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour la suite de cette œuvre de René de Chateaubriand, avec Mémoire d'outre-tombe. Pour l'heure, n'oubliez pas qu'on peut se retrouver directement sur les réseaux sociaux. Pour cela, c'est simple, vous tapez #VBN pour vos impressions, vos questions sur l'émission. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Très belle nuit sur D8.